Chiant des cheveux longs là, vivement que je coupe toute cette merde là. Bref. Salut, moi c'est Jeff, ça m'arrive de jouer de la guitare, de faire du vélo, de regarder un sacré paquet de merde sur YouTube, et si je devais garder qu'un seul album, ça serait Ixnay in the Hombre de The Offspring. Alors, on est en 1997, la France n'est pas encore championne du monde. Ma soeur revient d'un voyage en Autriche ou en Allemagne, enfin je m'en souviens plus trop parce que ça date. Et dans ses valises, elle ramène cet album-là de The Offspring que je connaissais absolument pas. On venait de se taper la vague du Smash qui tournait à fond au skatepark à la Charité-sur-Loire pour les fins connaisseurs. Et il y a ça qui arrive. Et chronologiquement, je savais vraiment pas où situer l'album. Il n'y avait pas Internet, Discogs et compagnie. Et ma soeur voulait absolument pas que j'y touche dans sa chambre. C'était elle qui avait la chaîne hi-fi, donc devinez ce que j'ai fait, bien sûr. À la première occasion où elle a eu le dos tourné, j'ai piqué l'album et j'ai été le mettre dans la chaîne hi-fi. Et en fait, ça m'a totalement fait halluciner parce qu'il y a une petite intro, c'est un disclaimer d'ailleurs pour la petite anecdote, c'est Jello Biafra qui le fait. Et je comprenais pas beaucoup l'anglais à l'époque, mais il y avait une petite dimension fun, et quand t'es ado, forcément t'aimes bien te marrer. Donc ça, c'est vrai que c'était vraiment cool. Et après, ça commence direct. Enfin, l'album, il s'enchaîne à une vitesse pas possible. En fait, tu peux l'écouter d'une traite, il n'y a aucune chanson à acheter, selon moi. Et après, ça enchaîne direct sur The Meaning of Life. Et donc, je me suis empressé d'arriver avec ce truc au skatepark. Pour vous situer un petit peu le contexte, on est en 1997 à la Charité-sur-Loire dans la Nièvre. Il n'y a pas internet, c'est à peine si on capte M6, donc autant te dire que ce genre de truc, c'était complètement la breaking news de l'époque. Donc j'avais déjà copié 18 fois sur cassette, un temps que la plupart des watchers ne connaissent pas bien sûr. Et toute blague mise à part, je l'ai fait tourner à toute la Charité-sur-Loire, et du coup cet album on le connaissait par cœur, et moi j'avoue que je l'ai poncé de A à Z pendant des années, et ça m'arrive encore aujourd'hui à 38 ballets d'écouter encore ce truc là. Alors faut savoir qu'à l'époque en 97 j'avais extrêmement mauvais goût musical vu qu'on pouvait écouter que Skyrock à la radio, c'est-à-dire que ça qui captait dans la Nièvre. Donc je me levais avec l'Abbé Coé pour ceux qui ont connu, et je me couchais avec D-Fool, et entre temps c'était Ministère Amer, toute la vague de rap française marseillaise, et quelques hits de rap US, et j'écoutais vraiment pas de rock à l'époque. J'avais déjà les cheveux longs, j'avais déjà un collier à boules de merde, j'avais un baggy triangle et j'avais un t-shirt cannabis, ce qui est totalement prohibé par toutes les conventions actuellement en ligne. Donc je m'en suis pas trop mal sorti. Et donc en fait cet album-là, je l'ai vraiment eu pendant des années et des années. D'ailleurs, je l'ai prêté à quelqu'un. Si tu te reconnais sur cette vidéo, rends-moi mon Ixnay in the Hombre ou ça va vraiment pas bien se passer. Il y avait des milliers d'albums auxquels j'aurais pu consacrer le titre de meilleur album de toute la vie. Le choix était méga cornélien, voire même au départ je me suis dit putain comment je vais faire, on peut pas choisir, si on peut toujours choisir. J'ai vraiment eu beaucoup d'hésitation, et en fait sans trop réfléchir je me suis dit mais putain de merde, c'est quand même le premier album que j'ai vraiment eu de rock entre les mains, vraiment à grosse guitare avec des voix, et c'était un album de punk comme par hasard, et du coup je me suis dit en fait c'est par ça que tout a vraiment commencé. À l'époque en fait je me demandais comment on pouvait faire ça à la guitare, clairement je crois que j'avais jamais vu un ampli de ma vie, encore moins une Gibson Les Paul ou même n'importe quelle guitare électrique. Pour moi c'était un monde totalement inconnu et peut-être sûrement inaccessible. Et peut-être que cet album, ça a contribué à le rendre beaucoup moins inaccessible et peut-être à me mettre vraiment le pied à l'étrier. Donc sans on va dire, trop réfléchir et un peu naturellement, je garderai que cet album-là parce que c'est vraiment la découverte. C'est un nouveau monde. Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Moi, j'ai pas fait grand-chose de ma vie, mais j'ai découvert le rock avec The Offspring. Alors, choisir des morceaux sur cet album, c'est pas évident parce que vraiment il n'y en a aucun à jeter. Je vous mets au défi
d'écouter ça et de pas secouer la tête sur tous les morceaux. C'est littéralement impossible. Bon, je vais essayer d'être concis. Si on suit le track listing originel, le premier morceau qui m'a vraiment fait kiffer, c'est Cool to Hate. Cool to Hate, qui est un morceau que j'avais pris beaucoup au premier degré à l'époque. Je me suis dit, putain, le punk rock, c'est pas cool, parce qu'ils disent que détester, c'est cool. Et en fait, le morceau est méga satirique. Bien sûr, on apprendra à connaître le groupe avec les interviews, etc., auxquelles j'ai eu accès bien plus tard. Je me suis rendu compte, en fait, que c'était une énorme satire, justement. Et le morceau est vraiment bien construit, même mélodiquement, structurellement, c'est ultra catchy. Et il y a toujours un peu cet effet sautillant. Et c'est vrai que ce morceau-là, même repris, faut savoir que là, on est au mois de février, l'album est sorti il y a 25 ans. Donc 25 ans plus tard, c'est toujours d'actualité. Donc ce morceau-là, je l'adore. Je l'ai encore bien écouté hier soir d'ailleurs. Je vous le recommande chaudement. Il y a un autre morceau qui est assez surprenant parce que sur cet album-là, c'est vraiment un album complet. C'est-à-dire ça commence avec une intro, tu as une intermission au milieu et il y a une conclusion d'ailleurs. Il y a même un morceau caché, c'est vrai que ça se fait plus trop aujourd'hui les morceaux cachés. Et du coup en fait ça peut s'écouter comme un livre, alors qu'on se comprenne, c'est-à-dire il y a vraiment une première page, vous lisez le bouquin, et il y a une fin, il y a une conclusion, et ben, cet album il est comme ça. Je pense que c'est pour ça que c'est un très bon album. Parce qu'il est un peu construit comme un livre. Et il y a plusieurs scènes, on va dire, il y a plusieurs chapitres. Et dans ces chapitres, l'album est vraiment giga varié. Hein. Ça va vraiment du titre punk hardcore ultra débilos. Il y a un morceau de ska aussi, dont on reparlera d'ailleurs, malgré le fait que ce soit un morceau de ska. Et surtout, il y a une chanson triste. Donc qui a un contexte particulier que je ne connaissais bien sûr pas à l'époque. Donc forcément c'est Gone Away. Gone Away, donc c'est une chanson où je pense notre ami Dexter, il a ouvert son bide, il a pris ses tripes, il les a posées sur la table. Et la chanson, on l'entend quand il chante, il y a un vrai... il triche pas quoi, c'est vraiment le morceau... on sent qu'il en a un peu heavy on the potatoes comme on dit. Et c'est que beaucoup plus tard, avec l'arrivée d'Internet et ma geekerie sans fin, où en fait j'ai appris que sa femme était morte dans un accident de voiture, et d'après ce que j'ai pu comprendre, parce qu'il y a 10 000 versions sur le net, il y aurait aussi sa fille. Et en fait, entre ce match et cet album-là, donc il a perdu sa famille en gros. Et la chanson Going Away, justement, est sur cet accident et le fait qu'il ait perdu sa femme. Qui résonne d'autant plus, on va dire, aujourd'hui quand j'écoute le morceau, qu'on comprend vraiment sa douleur. C'est pas un truc qui est très habituel chez The Offspring si vous êtes un peu un fan ou un écoutant régulier du groupe. C'est une chanson qui dénote beaucoup comparé à tout ce qu'on a pu connaître chez eux, et je pense que ça lui donne vraiment une couleur, une émotion particulière qu'on retrouve que sur cet album-là. Je pense que c'est vraiment leur album le plus riche, ne serait-ce que pour cette chanson-là. Qui était aussi un des singles à l'époque, hein. Il y a eu 4 singles sur cet album-là. Et Gone Away, pour moi, c'est un de leurs meilleurs morceaux. Je pense là, on les attendait pas, et ça, c'est assez rafraîchissant. Le dernier morceau dont je vais vous parler, parce qu'il y aura même un dernier morceau bis. La chanson c'est All I Want. Donc All I Want, je l'ai même redécouvert sur des vidéos de skate. Très important, le punk rock, les vidéos de skate, tout est lié bien sûr. Donc All I Want, elle a une intro vraiment bien particulière, c'est-à-dire il y a le OK et ya, et là c'est parti quoi. Alors ça je l'ai su il y a pas longtemps, moi quand j'écoutais la chanson, pour moi c'était vraiment le tube de l'album, hein. Je veux dire, quand j'écoute ça, j'ai envie de prendre ma Powell Mini Logo, mes Truck Venture, mes roues en 50 mm et d'aller faire des 5-0 sur le coping du skatepark de la Charité à côté de la piscine municipale. Bon, maintenant j'ai 38 ans et je suis foutu, donc c'est sûr que je vais pas le faire. Mais ce morceau-là, il me file tout le temps autant la pêche. Quand je suis en bagnole, j'ai envie d'écraser l'accélérateur, et quand je suis dans la rue, j'ai envie de brûler des passants. Chacun son délire. All I Want, à la base, elle a été écrite pour Bad Religion
par Dexter Holland. Et en fait, ce bon vieux Brett Gurewitz, quand il a écouté la chanson, il a dit ouais, c'est bien, mais ouais, tu me la joueras en acoustique un jour, c'est bien. Donc bon, il lui a posé un stop de colonel. Je pense que ce bon vieux Brett ne l'a pas trouvé assez chiante et soporifique pour figurer sur un album de Bad Religion. Il faut savoir quand même que les gens qui écoutent Bad Religion, généralement, c'est des gens, leur passion, c'est la sieste et lire des bouquins en même temps, tu vois, des bouquins chiants, comme Ainsi parlait Zarathustra de Nietzsche. D'ailleurs, voilà, t'as lu 3 pages, t'as mal au crâne, il te faut un dafalgan, et c'est chiant. Je pense que ça résume bien Bad Religion, selon moi. Et vous aussi, je sais que vous le pensez au fond. Donc, il s'est pas laissé démonter, mon vieux Dexter, et il a bien eu raison, parce qu'il nous a délivré un absolute fucking banger, comme on dit. Et le morceau est vraiment, pour moi, c'est la synthèse des années 90 et du punk rock. Voire même du punk hardcore, même parce que le morceau est très rapide. Et il y a tout ce qu'il faut, le texte est ultra incisif. D'ailleurs, dans une interview, il en parle avec Noodle, justement, où il raconte que oui, bah, effectivement, le morceau a été refusé. Il a dit oui, vu que je voulais que ce soit pour Bad Religion, j'ai mis des mots super compliqués dans la chanson, ça n'avait pas tout à fait la même rythmique. Et du coup, aujourd'hui, ça les fait bien marrer, parce que je pense que c'est un peu une des pierres angulaires dans leurs 5 meilleurs morceaux, à mon avis, il y a All I Want. Ouais. Et je vous ai promis un morceau 3 bis. Je déteste le ska. Qui déteste ça après 25 ans? Absolument tout le monde, forcément. Et ils ont fait un morceau qui s'appelle Don't Pick It Up. Donc c'est aussi un morceau satirique. En gros, la chanson, savoir que toutes les paroles sont écrites dans le booklet aujourd'hui avec toute la musique dématérialisée, c'est vrai que c'est un peu dur de se procurer les paroles ou même de se concentrer dessus. Mais à l'époque, quand on avait ce petit objet, je peux vous garantir qu'on le regardait religieusement comme la Bible à la messe, mais sauf que là, en fait, tu avais la pochette du CD et t'essayais de déchiffrer les paroles. Alors, pour recontextualiser, j'étais en 4e quand non, j'étais en 5e quand c'est sorti. Donc j'avais un anglais scolaire absolument à chier, forcément, et un accent très nivernais. Donc c'était pas terrible. Et en fait, le morceau, il est assez explicite. Il y a beaucoup d'argot sur ce morceau-là, et en gros, ça parle de réfléchir avant de faire quelque chose, parce que sinon tu vas en subir les conséquences. Et la chanson est plutôt très très drôle là-dessus, ouais. Et c'est un morceau de ska, mais qui est pas chiant. Aujourd'hui, je peux réécouter ça et ça me met la patate, un peu comme un enfant de 12 ans qui aurait mangé un peu trop de sucre avant d'aller se coucher. C'est à peu près cet effet-là que me fait ce morceau. Donc allez, ça va être mes 3-4 titres préférés de l'album. Même honnêtement, je vous invite vraiment, si vous le connaissez pas ou si vous l'avez écouté en disant ouais, il est pas terrible. Pour moi, c'est vraiment le meilleur album de The Offspring et il a pas trop vieilli. C'est un avis personnel qui n'engage que moi, mais écoutez-le, c'est de la balle. Donc, il faut savoir que The Offspring, je les ai jamais vus en concert. Je pense qu'aujourd'hui, ça m'intéresserait pas. Je suis parti dans d'autres cercles, on va dire, et surtout en live, c'est quand même extrêmement mauvais. On va pas se mentir, c'est un peu comme Blink. Je sais que je vais en froisser plus d'un en disant ça, mais il y a quand même quelques lives de The Offspring qui valent le coup, notamment entre vraiment la période entre le Smash et quand ils l'ont sorti, la tournée, quand ils ont promu cet album qui s'est beaucoup moins bien vendu que le Smash. Le Smash, je crois que c'est 25 millions d'exemplaires. Celui-là, il s'est vendu que à 5 millions, excusez. C'est ce qui est déjà complètement colossal, et je pense qu'il est un peu passé à travers, parce que 1997, pour les puristes, c'est une grosse année pour le punk rock. Il y a NoFX qui va sortir So Long and Thank You for the Shoes, qui est quand même un album qui n'est pas n'importe quoi. Il y aura Full Circle de Pennywise, que j'écouterai beaucoup plus tard, et qui aura une grosse influence sur moi aussi. Il y a Silent Majority aussi qui sort un scud, enfin je vais pas vous faire toute la liste, mais 97 c'est une grosse année, ouais, sans parler de tous les festoches qui sont sortis derrière, des Construction Tour, j'en passe, c'est les meilleurs, que des trucs que j'ai pas vus parce que forcément j'habitais dans la Nièvre et j'étais mineur, donc on pouvait pas tout faire. Donc, comme je disais, je l'ai copié des milliers de fois illégalement sur cassette, un truc qui se fait plus trop aujourd'hui, et de l'autre côté il y avait, donc je l'ai fait pour un ami. C'est la cassette de son frère, et son frère il écoutait n'importe quoi, et dans le tas, quand il m'a filé la cassette derrière, j'ai enregistré par-dessus un album de Machinette. Moi je regrette un peu aujourd'hui d'avoir fait ça. Et l'album c'était The Burning Red, et en fait quand j'ai écouté ça, j'en revenais pas, je n'avais jamais entendu un truc aussi lourd de toute ma vie. À l'époque, je jouais absolument pas de guitare, là on devait être en 99, je rentre en seconde.
J'arrive au lycée et là j'écoutais vraiment plus que du métal, hein. J'achetais Roxanne ou je le volais chez mon marchand de journaux, désolé. Et j'en faisais vraiment la collection. Là j'ai découvert des milliers de trucs grâce à ça quand même à la base. Et quand j'ai écouté Machine Head, je me suis vraiment beaucoup éloigné du punk rock et je voulais vraiment écouter des trucs extrêmes. Donc à l'époque c'était des Fear Factory et j'en passe. Il y a Slipknot aussi qui est arrivé début 2000 dans mon lycée et là je me suis dit putain, comment on peut faire un truc aussi violent. Et à cette époque-là, j'ai rencontré quelqu'un qui jouait de la gratte quand on a joué en vrai devant moi et je me suis dit putain de bordel de merde, c'est comme ça que ça marche et je veux faire ça. Et voilà, aujourd'hui j'ai 38 ans, j'en joue toujours un petit peu, ça m'arrive de faire des lives. Et c'est pas un truc que je lâcherai, ça m'a donné envie de faire de la scène, de monter des groupes, de jouer dans plein de styles différents. J'ai même joué dans un groupe de reggae, Instant Confidence, bon pas très longtemps, hein, mais joué dans un groupe de reggae, joué dans un groupe de pop, j'ai fait je sais pas combien de groupes de talmé, j'ai joué dans plein de groupes de punk hardcore. Et aujourd'hui par contre effectivement maintenant que je suis un vieux cul à moitié roussi, je suis vraiment plus dans le métal maintenant, mais ça m'empêche pas, même si maintenant le punk rock j'en ai vraiment plus rien à branler. Très clairement cet album là il me réconcilie un peu avec tout. D'ailleurs pour préparer un petit peu ce petit entretien, je l'ai beaucoup réécouté, j'ai lu un peu toutes les anecdotes qu'il y a dessus. Ce truc est une putain de mine d'or. Est-ce que je vous l'ai assez bien vendu là? Est-ce que tu vas l'écouter après cette interview? Je pense que oui bien sûr. Il y a des milliers d'anecdotes, parce qu'il s'est passé vachement de trucs pour The Offspring cette année-là. Sans compter qu'après en 1900, je crois que c'est en 99 ou en 2000, ils ont sorti Americana. Bon, c'est pas, il y a quelques titres de cet album que j'aime beaucoup, mais je pense à mon avis ils feront jamais aussi bien que ça. Je parle même pas, on est en 2022, je parle même pas des dernières merdes qu'ils ont sorties, dont je ne parlerai pas. Désolé de te décevoir, Daikel, si tu regardes ce truc, mais après ça il y a plus The Offspring en fait. Bon, bah j'espère que vous avez appris plein de trucs. Je pense que si vous avez toujours pas envie de l'écouter, c'est que je peux plus rien faire pour vous. Vous avez des goûts de chiottes ou vraiment votre vie est merdique. Mais si vous voulez que votre vie soit beaucoup moins merdique et vraiment apprendre des trucs et vous remettre la patate après une journée coup de mou, c'est vraiment tout. Non seulement c'est l'album avec lequel j'ai découvert le rock avec un grand R, mais des fois quand j'ai un coup de mou, j'ai passé une journée de boulot de merde où ça va pas fort parce que ça fait 2 ans de confinement où on se fait chier. Tu remets ça, mon petit gars, et c'est parti comme en 40.